Voilà, retour à la Canonica pour commencer la nouvelle semaine. Première journée, donc dès demain lundi, qui va être bien chargée. Podologue à 8 heures, CPM à 11 heures. Ensuite, je reprends le camping-car, CPM à Bastia. Et de là, direction Ghisonaccia pour soins kinés à 15 heures. Donc une journée qui va être rondo. Donc je monte toujours la veille quand j'ai l'auto ou d'autres choses à faire entre Bigoulia et Bastia pour m'éviter de faire trop de routes d'un coup. Tu vois là, je me suis posé, je me repose, quelle heure est-il? Il est presque 16 heures, tu vois, donc je suis tranquille. On a une météo plus que formidable, 25 degrés aujourd'hui, et j'en profite pour faire un petit coucou aux abonnés qui m'ont croisé sur la route quand ils remontaient sur Bastia. Voilà, donc je vais en profiter, tu vois, j'ai pris quelques notes par rapport aux questions que vous m'avez posées dans la précédente vidéo et je vais tâcher d'y répondre à présent de la façon la plus simple et la plus explicite possible. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais commencer par Patrick. J'ai pris dans l'ordre donc les questions par rapport à vos réponses, qui me demande si en camping c'est compliqué, question surtout agression et pierres jetées sur les camping-caristes, enfin sur leur véhicule. Comment expliquer ça? Je pense que dans pas mal de régions, voire même à l'étranger, puisqu'une année quand j'étais en Espagne, il y avait eu des petits soucis avec des jeunes qui avaient jeté des oranges sur les camping-cars. J'étais du côté de Valence, si je me souviens bien. Bon, c'était plus un jeu qu'autre chose, mais c'est vrai que ça fait pas plaisir. Quand il s'agit de pierres, c'est plus embêtant parce qu'il peut y avoir de la casse. Alors, ça arrive de temps en temps. C'est très rare. C'est souvent des actes isolés ou quand il y a des petits problèmes, surtout en bord de mer, avec des camping-caristes qui se montrent peu respectueux de l'environnement. Alors tu vas me dire, c'est une façon un peu brutale de réagir, mais voilà, pour éviter le conflit, des fois il vaut mieux se retrancher, éviter de stationner n'importe où. J'entends par là que il y a beaucoup de coins, ne serait-ce que sur Aléria, où tu as le soir, les week-ends, pas mal de personnes qui viennent pêcher, des locaux essentiellement, et donc ils aiment bien arriver avec leur véhicule, tu vois, stationner sur les parkings, ils sortent le matériel, tout ça, et ils sont sur la plage à quelques pas, quoi, on va dire. Donc effectivement, quand tu as des camping-cars qui se mettent là, sachant que c'est interdit, hein, la logique veut que tu respectes une distance, puisqu'on est sur le domaine maritime. Souvent, comme je t'ai dit dans la présente vidéo, moi je fais un petit peu la police en leur disant, vous savez, c'est pas autorisé, s'il passe le service ou la gendarmerie, vous risquez de vous prendre une prune ou tout au moins vous faire dégager. Donc voilà, il y en a qui n'en tiennent pas compte et en plus de ça, ils déballent et ils se montrent un petit peu irrespectueux. Et si tu tombes sur des personnes un petit peu virulentes, eh ben, il arrive parfois qu'en passant, tu te prennes une pierre ou deux. Ça ne m'est jamais arrivé, déjà d'une. J'ai vu une fois des personnes qui s'étaient plaintes dans la nuit d'avoir reçu des projectiles sur leur véhicule. J'ai pas vu de traces significatives, de pare-brise cassées ou autre chose. Donc je veux pas trop m'avancer. Mais je sais, ça a été dit que par endroit, ça leur arrivait. Peut-être un peu plus dans le sud qu'en Haute-Corse. Donc que faire pour éviter ce genre de problème? Eh ben, déjà, ne pas stationner comme ça au bord des plages. C'est pas parce qu'il n'y a pas forcément un panneau, une barrière, qu'il faut te dire, tiens, là, il y a un petit parking où normalement, il y a 7-8 véhicules qui peuvent se garer. Moi, je me mets en plus de ça en travers, le haut vent, le patin, le coup fer. Voilà, ça peut amener une certaine animosité. Je sais qu'auparavant, l'hiver, quand j'arrivais sur mon spot, avant d'attaquer ma saison, je venais me mettre au bord de l'eau. Bon, je suis remonté sur le parking supérieur parce qu'il y a d'énormes problèmes de connexion.
encore plus sur le bord de mer. Et puis je voyais bien que les gars, ils venaient pour pêcher, tout ça. Donc des fois, il m'arrivait, il me dit, attends, bouge pas, je m'enlève. Et c'est les gars qui me disaient, non, non, c'est bon, tu nous gênes pas. Mais j'étais tout seul, quoi. C'était l'hiver. Donc à partir du mois d'avril, il est certain qu'il faut éviter. Malgré tout, il y en a qui continuent. Donc te dire, Patrick, s'il y a vraiment des gros problèmes, je te dirais non, en Corse. Ailleurs, je sais pas, il y a peut-être... Tu vas en Italie, j'ai pas que des bons retours sur l'Italie. Même quand tu es stationné dans un véhicule, il y a des gens qui se sont levés le matin, il manquait les vélos, tu vois. Il y a même un gars qui m'a dit qu'il lui avait pas démonté les vélos, il lui avait carrément sectionné le porte-vélo. Donc je sais pas comment ils font, si déjà tu as un sommeil très profond, parce que couper un porte-vélo, ça me paraît dingue de pas le sentir ou l'entendre, mais bon, pourquoi pas. Donc c'est vrai qu'en Italie, c'est beaucoup plus problématique, vitres cassées, tous ces trucs-là. Suivant où tu te gares, tu risques d'avoir des surprises en revenant. Même moi, je veux dire, j'ai envie de faire la Sardaigne, de faire l'Italie et tout. Je pense que je vais beaucoup plus m'orienter vers des stationnements dédiés à cet effet, les aires, comment on appelle ça, les camper parks, tu sais, c'est l'équivalent de camping-car park en France, voire les agrotourismes, c'est là aussi, tu vois, il y a une équivalence avec France Passion, où tu as un stationnement dédié, c'est fermé, c'est chez quelqu'un, et tu n'as pas de souci, quoi. Tu prends ton vélo, tu vas balader ou tu pars à pied, mais sur des endroits libres, sauvages, c'est beaucoup plus délicat. Bon, en Corse, on n'en est pas à ce niveau, mais il faut y penser. C'est même en morte saison, toujours demander aux locaux, quand tu as l'occasion d'en voir un, est-ce que je peux me mettre là, est-ce que c'est susceptible de déranger, tout ça. Tu as des restaurants qui, à cette époque de l'année, tu en es quasiment à mi-octobre, aujourd'hui on est le 13 ou le 14, je sais plus, qui tournent encore le week-end. Donc tu leur demandes, tu vois, est-ce que vous pensez, est-ce que dans la semaine, si votre restaurant est fermé, je peux utiliser le parking. Les trois quarts, très honnêtement, ils vont te dire, tu me mets pas de poubelle, tu déballes pas, tu fais pas ci, tu fais pas là, vous stationnez la nuit, et puis voilà. D'autant plus si tu consommes chez eux, est-ce que ce soir je peux rester, bon. Et il n'y a jamais eu d'agression, enfin, à ma connaissance, hein, il n'y a jamais eu d'agression comme ça. Voilà, j'espère que je t'ai à peu près répondu. La deuxième question, alors là c'est voilà, ça regroupe beaucoup de choses. C'est Corinne qui me demande pourquoi j'ai choisi ce mode de vie et est-ce que j'ai un pied-à-terre. Alors le plus simple déjà, non, j'ai pas de pied-à-terre. J'ai décidé en 2022 de changer de vie. Et donc, j'ai pris un camping-car et je suis parti sur la route avec l'intention de faire les saisons, uniquement les saisons. Donc, au départ, je me suis dit, je vais faire la saison d'été en Corse, puisque j'avais la possibilité de travailler dans des restaurants, du moins un restaurant, et en fonction d'eux, peut-être l'hiver sur le continent, faire les stations de ski ou les trucs comme ça. Et après, je me suis ravisé, j'ai pas envie de m'embêter l'hiver à la neige, tous ces trucs-là. Bon, je te rappelle qu'à présent, j'ai 60 ans, donc j'ai plus la même façon de fonctionner qu'un jeune de 20, 30 ans. Donc je me suis dit, si travailler uniquement l'été, ça me suffit pour vivre le restant de l'année, ben ça ira parfaitement. Sachant que quand tu travailles en Corse, du moins moi en restauration, c'est du 7-7. On travaille tous les jours du mois de mai. Moi, j'ai attaqué au 1er mai. Et tu finis en septembre, quoi. Et s'il y a besoin, ils te demandent en plus si tu veux faire les week-ends ou autre. Bon, moi, j'avais dit jusqu'en septembre et basta. Et ce que je gagne dans cette période me suffit largement pour vivre le restant de l'année. Voilà. J'ai pas une grosse dépense, on va en parler un peu plus tard parce qu'il y en a qui me demandent, mais c'est suffisant. Pourquoi j'ai choisi donc à la suite de ça ce mode de vie? En fait, j'ai été fonctionnaire pendant pas mal d'années, j'ai changé de métier, bon, enfin tout ce qui amène des changements, notamment un divorce. J'avais la garde de mes filles, donc il fallait que j'assure quand même quelque chose de stable et tout. Donc ma dernière grosse fonction, on va dire, à plein temps, j'ai été assistant maternel. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais
ça a été mon dernier gros boulot fixe. Donc je travaillais chez moi, j'accueillais les enfants dans ma maison. Enfin, au début, j'ai commencé avec une villa avec mon ex-compagne. Et ensuite, j'ai terminé seul dans un appartement. Donc, en fait, ce que je payais de loyer sur un 2 pièces, c'est ce que je dépense, que ça me coûte de vivre au mois en camping-car. Donc, tu vois, c'est énorme. Hein. Tout compris, hein. Quand je te parle de ça, il y a le carburant, la mutuelle, la nourriture, tout. Donc, tout cela réuni me coûte moins cher que le loyer que j'avais. Et en fait, j'ai basculé suite à un accident de moto, tout bête. Hein. À l'époque, j'organisais des sorties moto et là, j'avais organisé une semaine en Sardaigne en tout terrain. Donc, je pars avec les gars tranquillou. Donc, j'étais toujours assistant maternel. Hein. J'avais pris les congés et puis voilà, mes 5 semaines, un peu plus. Hein. Assistant maternel, j'avais 11 jours en plus des 5 semaines dans l'année. Tu vois, avec les jours fériés, tout ça. Donc, c'était vraiment cool. Et en voulant filmer les mecs sur un chemin, sur une piste, ben, je roulais, j'ai lâché le centre de la moto pour allumer ou éteindre, je me rappelle plus. J'ai pris une ornière et le gros soleil. Le résultat, c'est que je me suis arraché les tendons, enfin tout, je me suis mis l'épaule en vrac et ça a nécessité une immobilisation. Qui dit immobilisation, arrêt de travail. Et quand tu es assistant maternel, tu es payé par les parents. Moi, je dépendais du département, mais c'est un peu comme si tu étais à ton compte, quoi. Donc, tu te retrouves que niveau revenu, c'est compliqué. Et puis, j'avais le bras en écharpe comme ça, les soins et tout. Souci pour les parents de trouver un ou une autre assistante maternelle. Donc, c'était vraiment galère. Bon, c'était la période Covid et tout aussi en plus. Donc, vraiment problématique. Et là, ça a commencé à trotter. Je me suis dit, je risque d'être amené à arrêter ou alors de reprendre, mais dans des conditions peut-être un peu particulières au début. J'étais pas motivé, tu vois. Il y a des parents qui tenaient absolument à rester avec moi, donc il fallait qu'ils trouvent sur cette période de 6 mois quelqu'un d'autre, donc c'est déstabilisant pour l'enfant. D'autres parents me disaient, ouais, vous comprenez, si on s'en va, on va pas bouger le petit, et c'est que je comprends parfaitement. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de changer une nouvelle fois de vie. Et bon, ça faisait un moment que je suivais quelques personnes sur YouTube, que je regardais également les vidéos de Cyril et Eddy Camping Car. Et un week-end, enfin un vendredi soir, je me suis dit, il faut que je prenne un peu la température, que je vois un peu comment ça pourrait fonctionner, comment est vraiment un camping-car, est-ce que c'est envisageable de rester à l'année, sachant que j'étais seul, donc beaucoup moins de soucis, tu vois, que si tu es en couple, qu'il faut tout gérer ou avec des enfants. Et je suis parti en direction de Lyon. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris la voiture, j'ai filé. Donc ça, sacré moment. Hein. Je suis arrivé un samedi matin à la concession pas à leur concession, là où ils travaillaient avant sur, me rappelle plus, à côté de Lyon. Là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et voilà, on est resté 2-3 heures à papoter. Et je suis redescendu avec un bon de commande. Voilà, j'ai cherché une occasion et tout, et en fait, bon, très bon vendeur, hein, Cyril. Et je suis reparti, voilà, avec un bon de commande. Donc, ma vie en camping-car allait débuter comme ça, tu vois. Donc, c'est pas un coup de tête vraiment, parce que ça me trottait depuis un moment. Moi, jeune, j'ai toujours eu l'occasion de partir en vacances avec mes parents. Au début, c'était la tente, c'était, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Ensuite, je me suis marié, ben, j'ai acheté une caravane, donc je partais avec femme et enfants. Ça m'a toujours plu, quoi. Tout ce mode de vie, en vacances, déjà, pour moi, c'était super. Et m'imaginer vivre sur la route, pouvoir bouger plus ou moins à ma guise, c'était encore mieux. C'était juste, tu vois, mettre en adéquation cette façon de vivre et le travail, parce qu'il faut quand même des revenus pour tout cet ensemble. Hein. Un véhicule, un camping-car, bon, c'est pas donné. Donc, si tu mets tout ton argent là-dedans, mais que tu éclates un pneu ou que tu as un problème et que tu n'as pas l'argent pour réparer, c'est la galère. Et le boulot, pareil. Il faut que tu trouves un endroit où tu puisses stationner. Donc tout ça, ça se réfléchit, ça se fait pas sur un coup de tête. Si tu es jeune, que tu fais les stations,
que tu fais les saisons, là, comme en Corse, là, ils commencent à arriver pour les clémentines et tout, tu vois, déjà, c'est un petit peu différent, tu vois, ils n'ont pas le même mode de vie, ils ont besoin de moins de choses, enfin, ils sont moins exigeants, on va dire. Et puis, ils sont jeunes, ils ont le temps de se retourner. Moi, à 60 ans, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Donc là, c'est vrai qu'avec mon problème de cheville, c'est problématique. Donc là, je bataille avec la CPM, l'FDPH, tout ça, pour voir comment je vais être classé par rapport à mon taux d'incapacité. Donc, on verra bien, mais ça sera pas énorme. Il est possible que je sois obligé de retrouver un petit emploi, mais une journée complète, je vois pas comment je pourrais faire. Mais en aucun cas, je vais revenir en arrière. Je resterai en camping-car. Même si je rencontre des problèmes aujourd'hui à cause de la cheville, hein, ne serait-ce que pour la douche ou pour accéder au lit, parce que j'ai la douche sur le passage de roue. Quand tu es bien mobile et tout, ça va. Là, il faut que je fasse très attention de pas glisser. Tu vois, j'ai mis un caillebotis dans la douche. Quand je monte sur le lit, le passage est étroit, donc monter, ça va. Mais pour descendre, après, c'est plus la même histoire. Tu n'envoies pas les pieds comme tu veux. Donc oui, c'est vrai qu'il y a peu de temps, je voulais changer de véhicule, mais je perds trop. Pour l'instant, je perds trop par rapport à l'achat de ce camion. La reprise est pas terrible. Idéalement, il faudrait que je le vende à un particulier. Mais moi, j'ai toute ma vie dedans. J'ai pas un local, j'ai rien. J'ai bien sûr 2-3 affaires chez ma fille, mais je vais pas lui ramener tout ce que j'ai dans le camping-car. Je veux être autonome et me débrouiller seul aussi. Donc il faudrait que je loue un local, que je me prenne un appartement quelque temps, avoir l'assurance de vendre rapidement le camping-car pour le changer. Donc j'ai laissé tomber. J'attendrai un peu plus tard et on verra bien. Voilà, donc pourquoi ce mode de vie? Tout simplement parce que j'en avais marre de ce métro, boulot, dodo. Je me suis dit qu'il était temps, à l'époque j'étais valide, de profiter un maximum, de pouvoir jouir de mes passions, parapente et tout, tu vois. Je me suis régalé en Espagne, Portugal. Si j'étais resté sédentaire, c'est impossible. Ça veut dire que je vais faire du parapente toujours au même endroit. Tu prends la voiture, tu vas d'un point A, point B, du point B tu reviens, tu attends tes vacances, j'en avais marre de ça. Voilà. Tu finis à telle heure le boulot le soir, tu reprends à telle heure le matin. Toute l'année, j'ai dit stop, je veux plus de ça. Donc c'est un risque, hein, parce que du jour au lendemain, tu lâches tout. Moi, je veux dire, quand j'avais très bons revenus quand j'étais assistant maternel, d'un coup, tu n'as plus rien. Il faut aller travailler. Donc, tu as droit au départ. Moi, j'ai eu la chance que l'accident m'a permis d'avoir un arrêt de travail. Et donc, après, on te remet sur le marché. Mais je pouvais plus lever le bras. C'était très long. Donc, j'ai arrêté complètement et j'ai dit, je ferai autre chose. Et je me suis inscrit. Bon, là, mon pôle emploi, c'est à Ghisonacci. Et je suis parti de suite faire les restaurants en disant, voilà, ce que je pouvais, tu vois, les plats et tout, c'est tout en bas. J'ai pas à lever les mains, donc j'ai dit, tout va bien. Et puis, j'avais les deux jambes parfaitement au top. Donc, voilà, donc, mode de vie dicté par le ras-le-bol de la vie sédentaire, tout simplement. Bon, j'espère que là aussi, je suis à peu près clair. La troisième question, alors c'est Stéphane. Bon, ça rejoint un peu ça, choix de vie volontaire ou pas. Oui, tout à fait, Stéphane. C'est, comme je viens de le dire, j'ai tout pesé quand même. Hein, j'ai pas fait ça en 24 heures. Mais pour moi, ça a été un de mes meilleurs choix dans ma vie, je veux dire. Et je pourrais même dire, bon, en étant célibataire, quoi, parce que plus de compagne, plus rien. Ou alors, il faudrait que vraiment tu sois avec une personne qui a envie de vivre comme toi. Et ça, c'est pas évident. J'ai essayé, la dernière personne avec qui j'étais, j'ai essayé. Ça paraît beau, les vacances, la tournée en Corse et tout. Et puis quand tu commences à voir la distance, qu'il faut prendre l'avion, qu'il faut faire ci, faire ça, elle a vite compris que c'était pas du tout voilà, ce qu'elle espérait. Puis une personne qui travaille dans un bureau, il faut qu'elle trouve un autre poste, tout, c'est pas évident, quoi. Donc oui, choix de vie volontaire, bien calculé, en me disant qu'il fallait serrer un peu par endroit, ben, moins de dépenses, hein, puisque je vis avec beaucoup moins d'argent, mais pas moins bien. C'est ça aussi qui est important. C'est certain que je fais pas des restaurants comme j'en faisais avant, ou quand je passe dans un magasin, il y a un truc qui me plaît, oh, tiens, je vais l'acheter. Maintenant, c'est réfléchi, quoi.
C'est je n'achète que si c'est utile. Et pareil pour tout ce qui est alimentation et tout. Voilà, je gère tout. Au début, je tenais des comptes. Maintenant, je le sais à peu près. C'est un peu au feeling. Et je vois que tous les mois, je m'en sors de la même manière, quel que soit l'endroit où je me trouve, que ce soit en Espagne, Portugal, la Bretagne. D'un pays, tu as un peu le carburant plus cher, mais l'alimentation moins chère, comme en Bretagne par exemple. On en parlera un peu plus tard. Mais oui, non, c'est un choix de vie que je ne regrette absolument pas et qui est tout à fait volontaire. Nathalie, quel a été le déclic et mon budget mensuel? C'est pareil. Voilà, le déclic, c'est ce que je viens de dire. C'est l'accident, on va dire, mon dernier accident de moto qui m'a un peu plus engagé dans cette voie, plus rapidement, parce que ça me trottait. Et je me suis dit qu'il fallait en profiter maintenant. C'était maintenant où, et tu vois, j'ai eu l'accident en parapente après, donc si je l'avais eu avant, je ne serais pas parti en camping-car. Voilà, c'est le travail que j'avais, la facilité d'un côté d'être seul, de ne pas être obligé de consulter l'autre personne pour voir comment on peut conjuguer tout ça. Enfants grands et autonomes, ça c'est pareil, si tu as des enfants petits, c'est trop compliqué, avec les droits de garde, les machins, les ci, les là, et puis dans un camping-car, il m'aurait fallu, tu vois, un véhicule beaucoup plus grand. Et puis mettre des enfants dans ce mode de vie, c'est quand même très particulier, quoi. Il faut leur faire l'éducation dans le camping-car, tous ces trucs-là. En fait, je suis devenu relativement égoïste, et j'en suis très content. Parce que je vis de mes passions, je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux, plus ou moins. Voilà, donc c'est quelque chose qui me convient. Et pour ce qui est du budget, c'est pas compliqué. Dès le départ, ne sachant pas trop, je me suis dit, j'aimerais ne pas dépasser 1000 euros par mois. Et donc, si tu veux, j'ai fait un petit résumé. J'ai une mutuelle qui me coûte 800 euros par an, une assurance tout risque pour le camping-car 600 euros. Les frais de nourriture, je les ai tablés à 400 euros. Des fois, ça peut être moins si je fais beaucoup de restos, des trucs comme ça. Mais je crois que j'ai jamais dépassé 400 euros. Le carburant, on va dire que je tourne à entre 200 et 250 euros par mois, grosso modo. C'est ce qui sur l'année. En d'hiver, ben c'est si je me fais un petit achat de je sais pas quoi, ou j'ai tablé sur 200 euros et j'ai à peu près 16 à 20 euros de laverie tous les mois. Voilà, je fais deux laveries par mois, tous les 15 jours. Donc j'ai du linge, tu vois, ne serait-ce que les draps, tout ça. Et après les linges de corps, bon, mais j'ai assez pour tenir sur 2 semaines et hop, je me fais la laverie. Pour donner un exemple, sur la Bretagne, j'ai fait en carburant 280 euros de carburant par mois. Voilà. Donc tous ces montants, eh ben, je n'arrive pas à 1000 euros. Donc tu vois, c'est pas mal. Donc on va dire que je tourne entre 900 et 1000 euros. Si vraiment j'ai quelque chose d'exceptionnel ou des frais sur le camion, là tu vois, jeudi prochain, j'ai 140 euros du RIT avec la main d'œuvre et le liquide de refroidissement. Ça, c'était pas prévu. Quand je vais changer les pneus Michelin que j'ai, c'est quasiment 200 balles le pneu. Donc ça grimpe dans le budget. Donc là, peut-être que je vais dépasser un tout petit peu 2000 euros, sauf si j'essaie de compenser. Mais compenser où? C'est soit je me déplace moins, donc je peux descendre ma consommation de carburant et tourner sur les 150 à 200 euros par mois, donc gagner une cinquantaine d'euros. La nourriture, ça va être difficile. Le carburant, donc si je roule moins, eh ben, je dépense moins, c'est sûr. Donc je vais voir. Mais voilà, en règle générale, là le mois dernier, j'ai dépensé 860 euros exactement. Voilà, j'ai regardé mes comptes, donc je trouve que c'est raisonnable. Voilà. Alors j'ai Beluga. Est-ce que je regrette ce mode de vie? Ben non, pas du tout. Je ne regrette pas et pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Pour ça que j'espère avoir un bon résultat avec mes semelles, ce qui me permet de me déplacer plus facilement. Parce que sinon, quand je reviens au camping-car, j'ai la cheville qui est comme ça.
et donc ça me diminue l'aisance à la conduite. Je dis pas que je suis dangereux ou quoi, mais ça me fait forcer. Heureusement, c'est le pied droit, donc j'ai juste à accélérer et à freiner. Donc appuyer sur la pédale de frein, ça ne me fait absolument pas mal. Et accélérer, c'est plus problématique puisque je ne peux plus plier la cheville. Donc j'accélère un petit peu avec la hanche. Mais sachant que sur un fourgon ou un camping-car, on est assis quasiment comme sur une chaise de maison, j'ai les pieds en dessous et ça ne me dérange pas. Donc j'ai pas de problème. Il y a juste que si je passe une heure, un peu plus d'une heure au volant, à force d'avoir le pied en bas, tu vois, j'ai la cheville qui est un peu patate. Et dès que je sors de la cabine de pilotage, ben, quand je veux me déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, j'ai le pied qui me fait un peu mal. Voilà, donc j'espère que la prochaine opération en décembre va enlever une partie de ces problèmes, ces décharges électriques que j'ai en m'enlevant la dernière vis, ça sera déjà pas mal. Et puis qu'avec le temps, ben, la cheville elle sera moins douloureuse et elle ne va pas mieux fonctionner. J'aurai pas une meilleure articulation, mais je pense que par moment, je pourrais l'oublier. Et ça, c'est le pied. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Des fois, ça me réveille la nuit et tout. Donc, tant que je suis dans ce milieu-là, toi, c'est un peu embêtant. Mais non, je ne regrette absolument pas ce mode de vie. Voilà. Ce que je pourrais te dire également, c'est que en étant nomade, je pense que j'ai à présent une plus grande ouverture d'esprit. Bon, je suis quand même quelqu'un de, je pense, très sociable. Je vais vers les gens assez facilement, tout ça, mais quand tu es sédentaire, tu as ton travail, les gens que tu côtoies dans ta profession, la famille et les amis. Et souvent, tu restes dans ce milieu-là. Voilà, hormis quand tu pars en vacances et tout, mais c'est peu. Quand tu prends des vacances, 2 semaines l'été, 2 semaines l'hiver, le temps d'arriver, tout ça, tu rencontres des gens en fonction de ce que tu fais. Tu n'as pas le temps, tu vois, de t'immerger, de partager certaines choses et tout. Donc, tu penses plus à te détendre et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, bon, quand j'étais en couple, je faisais avec ma compagne, hein, mais sinon, c'était les amis, on prenait la moto, on roulait toute la journée, des trucs comme ça, tu vois, le vélo pareil, enfin, les activités, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et le sport prend beaucoup de temps. Non seulement quand tu fais ta journée sport, mais en amont aussi, parce que tu te prépares à ça, donc tu vois, tu te couches plus tôt pour telle raison, tu manges aussi pour telle raison, donc tu te mets un peu des freins, des barrières dites obligatoires par rapport à la discipline que tu pratiques. Et tout ça, toi, moi, j'ai un peu du mal. J'ai été, on peut dire ça, plus ou moins militaire toute ma vie. Dès mon jeune âge, bon, j'ai fait l'armée, je suis resté 2 ans à l'armée. J'ai passé 25 ans chez les pompiers, j'étais en mairie, je me suis occupé d'un service avec le personnel, tous ces trucs-là. Donc c'est toujours un milieu, tu sais, assez droit, strict. Mes parents étaient enseignants, là c'était pareil. Tu vois, donc j'ai toujours été dans ce chemin-là. Et j'avais besoin, tu vois, d'un peu élargir. Et cette vie nomade, c'est génial parce que tu vas au-devant d'autres personnes, tu rencontres des gens de tout milieu, chose que dans ta profession, c'est pas possible. Moi, mon dernier poste général, je veux dire, d'assistant maternel, c'était les enfants le matin avec les parents, tu revois les parents le soir, et ma sortie en semaine, j'étais presque content de prendre le vélo ou d'y aller à pied, d'aller faire 2 courses au supermarché pour voir du monde, tu vois. Alors que toute la journée, toute la matinée, déjà, j'étais dehors, la poussette, les parcs, les activités avec les petits, mais c'est en milieu fermé, parce que là, tu peux pas t'occuper de ce qui se passe à côté. Hein. Donc, en fait, je commençais à vraiment me sentir emprisonné. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Tu vois, je suis un gars de terrain, j'ai toujours bossé en extérieur et tout. Si je suis enfermé une journée, je deviens fou, quoi. Donc, regretter ce mode de vie, c'est totalement impossible. Voilà. Alors ensuite, Jean, ouais, tu m'as surpris parce que Jean m'avait demandé sur une vidéo précédente si je pouvais un peu parler de ma vie, en général, hein, famille, tout ça. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce qui est trop privé. Je veux garder ma famille en dehors de ça. Et puis ça me permet aussi, tu vois, d'avoir un peu d'intimité. Si tu t'ouvres absolument sur tout,
pour moi, c'est pas bon. Donc, je parlerai pas de certains points, mais en grande partie, il n'y a pas de souci. Là où, quand je dis que tu m'as surpris, c'est que tu as vu un reportage sur moi quand j'étais assistant maternel. Oui, c'est vrai, c'était en 2017, ils étaient venus faire, c'est France Bleu et je sais plus qui, ils étaient venus faire un reportage à Borgo, là, dans la villa où j'étais avec ma compagne. On tentait de lancer cette affaire. On avait pris une villa où on pouvait accueillir 7 enfants. Moi, j'avais un agrément pour 3 enfants et elle 4. Donc, on s'est dit, ça va marcher. On avait fait, tu vois, on avait eu quelques approches avec des parents, avec la mairie, avec les crèches, tout ça, pour savoir s'il y avait de la demande et tout. Et on s'est dit, bon, ben, écoute, ça va marcher. Puis, j'étais le premier assistant en Corse, donc peut-être que ça allait donner l'envie. En étant pompier, elle était en milieu hospitalier, tu vois, il y a quand même des bonnes bases autour. Alors, il y a des parents qui étaient super intéressés, mais en Corse, c'est très particulier. Si tu veux, j'ai eu des demandes, donc les parents étaient super contents, mais c'est les grands-parents qui coinçaient. En Corse, tu sais, c'est très famille, hein, et ils comprenaient pas que ça soit pas eux qui gardent les petits-enfants, laisser les enfants à un homme surtout. Tu vois, un homme assistant maternel, ça choquait un petit peu. Donc, ça a été très difficile. Ça a été tellement difficile que ben, ma compagne de l'époque en a eu un peu marre. Elle avait encore un enfant sous sa responsabilité. Moi, j'élève mes enfants, j'ai élevé mes enfants, je m'occupe d'autres enfants, mais je suis pas là pour faire l'éducation de l'enfant, de la personne avec qui je vis. Tu vois, ça fait beaucoup. Tu as le boulot, tu as les enfants la journée, puis le soir, il faut encore faire. Et quand ça se passe bien, ça va. Mais si des fois il y a des petits trucs, j'avais pas la patience, tu vois, pour voilà. J'ai dit c'est ton enfant, ça tu le gères. Et donc c'est vrai que c'est un peu délicat. Bon, elle a pas elle a pas accroché. Donc au bout de 2 ans, elle a décidé de retourner sur le continent. Et moi là, j'ai eu pas mal de soucis par contre. Ça a été compliqué parce que on avait une grosse villa. Donc je me retrouvais avec un loyer assez important et en fait je gagnais pas assez pour subvenir à tous les besoins quoi. Donc j'ai dû arrêter et prendre une décision qui a été radicale. Je suis retourné sur le continent. Donc là ça a été très compliqué. Donc j'ai de suite retravaillé. Je suis allé du côté de Cannes. Hein. J'avais eu des recommandations et en l'espace de 2 temps 3 mouvements, j'avais mon agrément complet. Je travaillais plein pot, enfin c'était très bien, mais je n'étais pas en Corse quoi. Donc j'ai tenu comme ça 2 ans, si je dis pas de bêtises, hein, jusqu'à mon accident en Sardaigne, parce que bien sûr dès que j'avais des congés, c'était la Corse ou la Sardaigne, enfin toujours la Corse et la Sardaigne en plus. Mais voilà quoi, j'ai dit non là ça a été aussi un déclic, tu vois. L'accident, ça a été vraiment c'est malheureux pour mon corps, mais pour ma tête, ça a été très bon parce que j'ai tout vendu en l'espace d'une semaine, 10 jours, un truc comme ça. Je te dis, j'ai tout fait en même temps. Je suis monté voir Cyril, commander le camping-car, ça s'est fait, mais alors à une vitesse grand V. Là, ma famille a eu un peu peur. Ça y est, il a pété un plomb. Mais dans ma tête, c'était tout réfléchi, tout calculé. Et voilà quoi, donc comment te dire, j'ai emboîté le pas dans cette nouvelle vie très facilement. Voilà, asthmate puis nomade, comme tu me demandes, oui, voilà, ça s'est fait dans la foulée. Et dès que je suis revenu, dès que j'ai pris le camping-car, j'ai fait un petit tour pour l'essayer. Je suis revenu en Corse. Je suis allé voir des amis dans la restauration. J'ai commencé sur un restaurant dans un autre coin. Les conditions, au bout d'un petit moment, ne me convenaient pas trop. Voilà, et je savais qu'il y avait une paillote qui était dans le besoin. Je suis allé les voir et le lendemain matin, elle m'a appelé, elle m'a dit bon, tu viens quand tu veux. J'ai dit écoute, laisse-moi arriver. Comment je fais pour ça? Elle m'a dit tu viens, tu prends l'eau au resto, tu fais ci, tu fais ça. Il n'y a pas de souci. Et c'est là où j'ai commencé à me poser. Bonjour. C'est là où j'ai commencé à me poser sur le spot à Aléria
puisque j'ai le restaurant à 2 km, 2 km et demi, tu vois. Et ça a été, mais alors, une saison fantastique, des patrons comme ça, un restaurant où tu avais vraiment une clientèle d'habitués, plus les vacanciers, ça s'est super bien passé. Et je me suis dit, tu as vraiment trouvé ce qu'il fallait faire. Et donc, j'ai fait ma saison, et à la suite de la saison, j'ai repris le camping-car. J'ai de la famille sur Nice, je suis passé faire un petit coucou. Alors ça, par contre, la vie nomade, je vois beaucoup de choses, je fréquente beaucoup plus de personnes, mais je vois beaucoup moins ma famille, parce que j'ai moins de temps. Tu vois, ma fille, quand je travaille en Corse, ben, on se voit si elle passe me voir au restaurant ou des trucs comme ça. Bon, maintenant, non, je suis en arrêt, donc on se voit à peu près quand on veut. Mais sinon, ma famille sur Nice, je la vois très peu. Quand je pars Espagne, tout ça, ben, je pars 4, voire 5 mois. Donc là, je vois plus personne. Je reviens, je reprends le travail. Donc c'est vrai que la famille, je la vois un petit peu moins. Mais écoute, on peut pas tout avoir, quoi. Et ils l'ont très bien accepté. Ils l'ont compris. Et j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent qu'ils me trouvent vachement plus épanoui maintenant qu'avant. Et ça fait plaisir. Voilà, écoute Jean, j'espère que je t'ai plus ou moins répondu. Bon, tu m'as demandé mes enfants, tout ça. Ça, c'est voilà ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. J'ai 2 filles, voilà. J'ai été séparé, j'ai divorcé il y a pas mal d'années, en 2005 si je me souviens bien. Je me suis remis avec des personnes. Ça a duré certaines un peu plus longtemps que d'autres. J'ai essayé avec l'avant-dernière personne donc de recréer, tu vois, un petit cocon familial et tout. Ça n'a pas marché. La dernière personne en date habite au fin fond, tu vois, elle habite sur Paris. Donc c'était une grosse erreur de ma part, parce que c'était une amie de longue date. On se reparle un petit peu à présent, mais c'est plus pareil. J'aurais jamais dû accepter, quoi. C'est entre passer 2 semaines, 3 semaines de vacances en camping-car et tout, et ensuite quand tu te dis je peux pas me déplacer comme je veux, donc il faut prendre l'avion, il faut faire ci. Moi c'était mettre le camion en gardiennage. Ça c'est plus ma vie, c'est plus la vie que j'ai choisie. Et j'ai pas demandé à changer de vie. Je lui avais bien dit, attention, je vis comme ça, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Elle m'a dit, non, non, mais moi, je veux déménager, je veux être muté, je veux ci, je veux là. Pourquoi pas? Mais voilà, c'était une énorme bêtise de ma part. C'était une amie, on se connaissait en amie, et je me suis rendu compte que quand tu es dans la relation, ben, c'est plus du tout la même chose, quoi. Et c'est une histoire qui a tenu, quoi, 6 mois à tout casser. Donc, relation très courte, et voilà, sur le coup, on a perdu une amitié, on s'est reparlé, mais voilà, c'est plus comme avant, quoi. Bon, c'est pas mal quand même, mais c'est plus comme avant. Sinon, les amis que j'avais, que ce soit en Corse ou sur le continent, quand je faisais de la moto, tous ces trucs-là, eh ben, je vois pratiquement plus personne. Alors, tu as plus comment te dire, tu n'as plus l'activité qui était en rapport avec ces gens-là, en fait. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu fais de la moto, tu as des potes de moto, mais tu sors de la moto. Quand j'ai arrêté, quand j'ai eu l'accident, j'ai 2, 3, 4 personnes qui ont pris de mes nouvelles ou qui sont restées en contact. Bon, j'ai un super pote dans le Var, je l'appelle mon petit frère. C'est un mec qui est toujours aux petits soins si j'ai besoin de quelque chose. On s'est connus en moto. Il a eu une énorme galère avec moi sur une balade avec ouais, la perte d'un ami et tout. C'est des trucs qui soudent, tu vois. Certains, ça éclate. Nous, ça nous a vraiment soudés. Donc, chez mon ancienne vie, je l'ai pas oublié, mais elle n'existe pratiquement plus. Les fréquentations que j'avais avant, ben, j'en ai pratiquement plus. Par contre, j'ai renoué des liens sur la route, des gens avec qui on a échangé un numéro de téléphone, un mail. De temps en temps, on s'appelle et tout. Et on se parle comme si on s'était vu il y a 2, 3 jours, des fois, tu vois. D'autres personnes où les liens sont beaucoup plus proches, pour ne pas les citer, Fernand et Chantal, de la chaîne Les Ferchamps, c'est les premiers que j'ai rencontrés dans mon mode de vie nomade. Et depuis, on se parle régulièrement. Avec Fernand, on doit s'appeler minimum 1 fois par semaine. On se voit souvent, dès qu'on peut, disons, on va dire. Cette année, un peu plus, parce que ben, j'ai eu mes rendez-vous sur Nice, tout ça. Donc, de temps en temps,
je passais les voir, je faisais un crochet, bon, sacré crochet, mais pour le plaisir. Donc, tu vois, c'est des personnes que si je n'avais pas pris cette vie, je n'aurais jamais rencontré. Et on s'entend très bien, quoi. Et là, en Corse, cette année, c'est la première fois que je vois autant de gens me klaxonner, s'arrêter, on est des abonnés. Donc, tu vois, certains, on se fréquente un peu plus parce qu'il y a des Corses qui me suivent aussi, donc qui m'invitent, ou tiens, je monte tel jour à tel endroit, on pourrait se voir, tout ça. On le fait avec envie, avec plaisir, et pas par obligation. Et ça, j'aime bien, tu vois. C'est pas le truc de te dire, bon, j'ai des amis, ça fait combien que j'ai pas appelé. Si tu commences à calculer comme ça, ce qui est un problème. On n'appelle pas par rapport à ça ou ça. Moi, un ami qui m'appelle, je décroche. Quand tu commences à te dire, oh, j'ai pas envie de répondre, c'est pas bon, tu vois. Et j'ai des coups de fil de temps en temps de certaines personnes que j'ai pas vues depuis X temps. Je sais pourquoi ils m'appellent. Pour l'instant, j'ai la délicatesse de répondre, mais j'abrège. Quand je vois, c'est tiens, au fait, pour la moto, comment excuse-moi, j'ai un truc à faire. Donc en fait, c'est pas pour prendre mes nouvelles, c'est pour demander qu'est-ce qu'il faut faire sur la moto. Voilà, tu vois. Là, j'ai un peu changé, quoi. Je suis un peu plus dur, on va dire. Mais écoute, ma vie, pour te dire, moins d'argent, ça c'est certain. Hein, je gagne beaucoup moins d'argent, mais j'en dépense moins. Et je pense que je le dépense beaucoup plus intelligemment. J'arrive à vivre, comme je disais un petit peu plus haut, avec maximum et souvent moins 1000 euros par mois. C'est quand même pas mal. C'est le prix d'un loyer d'un 2 pièces, hein, sauf si tu vas, je sais pas où, à Aveyron ou quoi, c'est peut-être un peu moins cher. Mais une fois que tu rajoutes la nourriture, la bagnole pour aller faire les courses et tout. Moi, en fait, ma maison se déplace pour aller faire les courses. Donc, si j'ai pas envie de revenir à tel ou tel point, je me pose là. Tu vois, là, je suis à la Canonica. Je suis à 1 kilomètre de la plage. Je suis dans un champ. Si ça me gonfle, je vais me mettre ailleurs. Bon, on peut pas faire ça n'importe où. Et je pense pas que ça puisse durer très longtemps parce qu'il y a de plus en plus de restrictions. Mais je veux en profiter un maximum, quoi. Et dans cette vie, tu es obligé de faire des concessions, mais par contre, tu ouvres d'autres portes, quoi. C'est quand même quelque chose de pas mal intéressant. Ouais, écoute, Jean, j'espère que plus ou moins je réponds à tes questions. Voilà, tu sais que j'ai été marié, divorcé, que j'ai des enfants. C'est un choix de vie volontaire, cette vie nomade, calculé. Et tant que les jambes arrivent à me porter et que je suis en mesure de conduire, il est hors de question que je change de mode de vie. Peut-être de véhicule, parce que je pense pas que celui-ci me tienne encore je sais pas combien d'années, ne serait-ce que pour le plaisir de changer. Mais tant que je suis en capacité de bouger avec mon véhicule, hein. Tu vois, là, j'ai passé la soirée à faire des itinéraires, soit Sardaigne, soit la Botte, parce que je sais pas trop comment faire pour rejoindre Nice. Je suis pas sûr d'y aller de suite en Sardaigne, parce que j'ai quand même la traversée aller-retour Sardaigne, ensuite le bateau pour Nice. Là, par contre, je suis certain que si je fais ça, je vais dépasser les 1000 euros. Ça, c'est certain. Parce que là, déjà, j'en ai pour plus de 250 euros la Corse, la Sardaigne. Ensuite, j'ai encore 150 euros au minimum pour aller à Nice. Tu vois, ça, c'est un budget pas mal. Si je file directement sur la Botte, j'ai vu, là, j'ai des traversées dans les 120-130 euros. J'arrive à Nice et ensuite, une fois que je suis à Nice, si le CHIR ou la MDPH me dit il faut qu'on se revoie à telle date ou telle date, ben, je pars direct en Sardaigne, je me passe un mois ou deux, je reviens en Corse, je fais mes rendez-vous, le nouveau rendez-vous à Nice si j'en ai un. Dans l'histoire, je gagne à l'aise 300 balles. Donc là, c'est sûr que mon prochain, si je fais la Sardaigne, je vais exploser le budget parce qu'en Italie, que ce soit Sardaigne ou sur la Botte, le carburant est kiff-kiff comme en France, voire même plus cher. Tu te rattrapes sur l'alimentation par contre. Et sur les spots, parce qu'à cette époque de l'année, sauf sur la Botte, où là je pense que je risque de faire des spots payants au moins un jour sur deux, pour être tranquille. Mais en Sardaigne, tu arrives encore à stationner, peut-être pas plus facilement qu'en Corse, mais tu arrives encore à trouver des spots sans être obligé de payer. Il y a pas mal de points d'eau, donc ça, voilà. Je vais voir, mais je pense que je vais peut-être m'orienter vers la Botte. Écoute Jean, tu me diras si j'ai à peu près répondu à toutes tes questions, hein. C'est difficile de tout englober, mais je pense que je t'ai dit le maximum, quoi, sur ma façon de vivre. Donc
pas mal d'années fonctionnaire, j'ai travaillé dans le privé, assistant maternel, et puis les dernières années dans la restauration comme serveur. Voilà. Nathalie, quels sont les pays que tu veux faire? Oh là, alors là, on pourrait presque faire une vidéo seule sur ce sujet. Mais je trouve ta question très pertinente. En fait, moi, là, juste avant l'accident, je rentrais pour faire ma saison avec l'intention de faire la Grèce dès septembre. Partir, je pensais travailler jusqu'à mi-septembre par là, tu vas m'arrêter un peu avant, et faire la Grèce. J'ai eu l'accident. Donc la Grèce, j'ai oublié. Ensuite, tu as dû suivre les actualités comme moi. Il y a ces problèmes de restrictions sur la Grèce. Donc je me suis dit, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment... Et j'ai eu, je pense, de gens corrects, parce que bon, sur YouTube, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a quand même eu pas mal d'actions menées par les polices locales pour les stationnements. Et je me suis dit, si c'est pour aller en Grèce, surtout à partir de septembre, où les 3/4 des campings sont fermés, et que tu peux pas stationner pas loin d'une plage ou d'un site sympa, je vais où? Je stationne où? Si c'est pour me mettre sur un parking, et en plus, apparemment c'est interdit aussi, en plein milieu d'une ville et tout, ou sur un parking du supermarché, moi j'appelle pas ça la van life, quoi. Donc je me suis dit, la Grèce, c'est mal barré. Donc même si je traverse l'Italie, faire les Pouilles, tout ça, tu vois, les Pouilles, par contre, je suis pratiquement certain que je vais faire que des agrotourismes, camions en sécurité et tout, parce que tous ceux qui sont allés là-bas ont eu des problèmes avec leur véhicule, hein. Vol, enfin plein de problèmes, dégâts et tout. Donc l'Italie, je connais très bien. J'ai de la famille en Italie, sur Rome, tout ça. J'y suis allé avec mes parents quand j'étais gamin. J'y suis allé en moto, tout. C'est un beau pays, la Toscane, tu vois, la Sicile, tous ces trucs-là. J'aime pas toute l'Italie, mais bon, voilà, c'est pas. J'y suis déjà allé, pas forcément en camping-car. Ça m'intéresse pas plus que ça, on va dire. Hormis les Pouilles que j'aimerais vraiment. Parce que les Pouilles, il y a 40 ans que j'y suis plus allé. Refaire les 5 terres, tout ça, tu vois, j'y suis allé en moto, tous ces trucs-là. Bon, pourquoi pas m'arrêter, mais aller exprès pour faire ces coins-là, non. Donc, par contre, la Sicile, je connais pas. J'aimerais bien aller faire Sicile, Calabre, ça me plairait bien. Donc la Grèce, bien sûr, comment ça s'appelle juste après la Turquie, parce qu'il paraît que c'est bon. J'ai vu des vidéos, je suis quelques youtubeurs et j'ai trouvé ça génial. Le coin est génial, c'est tellement vaste. J'aimerais également monter, tu vois, du côté de la Belgique, faire le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède. J'ai vu qu'il y avait des périodes propices. Bon, c'est un budget à préparer aussi parce que tout ce qui concerne les carburants et l'alimentation, apparemment, c'est plus élevé. Mais côté stationnement, il y a plus de facilité en Suède. Je parle parce que je crois qu'aux Pays-Bas, c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais connaître. J'aimerais faire l'Écosse, j'aimerais faire des choses, voilà. L'Espagne, j'ai fait, le Portugal, j'ai pratiquement tout fait. L'Espagne, j'ai fait l'intérieur des terres. J'ai encore 2-3 petits coins que j'ai pas fait, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il y a tellement de pays. Je veux dire, la Moldavie, enfin, tous ces pays là. Si je descends un jour sur la Grèce ou la Turquie, tu vois, soit je traverse par l'Italie et ensuite je remonte par les terres de l'autre côté, sur la Croatie, la Slovénie, tous ces coins-là. Il y a un pays qui ne me dit absolument rien, c'est l'Allemagne. Voilà. J'aimerais bien aller en Autriche parce que j'ai des amis qui y sont allés et qui ont été super emballés. L'Allemagne, il y a sûrement des beaux coins ou quoi, ça ne me dit rien. Voilà, c'est un endroit où j'ai pas envie d'aller. La Belgique, j'ai envie d'y aller aussi, mais je crois que je te l'ai dit. Et ensuite, les autres pays, ben, ça demande, tu vois, de quitter la route, prendre des navires, prendre. Alors c'est certain que j'aimerais parcourir X endroits, tu vois, l'Argentine. J'adorerais faire l'Argentine, mais partir avec ton camping-car pour aller en Argentine, c'est la catastrophe. Les 3/4 achètent sur place le véhicule et donc ça, je sais pas si c'est un bon plan. À la limite, tu vois, d'épargner un peu plus et de me faire là des vacances un peu comme un sédentaire. Mais ouais, c'est des endroits que j'aimerais connaître.
louer, tu vois, un véhicule là-bas, et puis voilà. Là, comme ça, rapidement, de tête, c'est déjà pas mal, parce que ce que je viens d'énumérer, il te faut quand même pas mal d'années, tu vois. Si tu fais la Turquie, si c'est pour rouler tous les jours, c'est immense, hein. Donc je pense qu'il te faut, pour bien faire, 2-3 ans, enfin pas 2-3 ans, 365 jours, hein, mais sur des périodes. Donc on verra. Là, je suis pas encore à la retraite. C'est sûr qu'à la retraite, j'ai toute l'année devant moi pour circuler. Je suis pas tenu de revenir travailler et tout. Est-ce que financièrement, je vais avoir assez d'argent? Et puis à ce côté aussi, famille. Tu vois, moi j'ai une petite fille en Corse, ma fille et tout ça. Il y a des fois où ça me manque, quoi. Quand je pars longtemps, je les ai au téléphone assez régulièrement, une petite visio ou quoi. Mais voilà, tu as envie de les voir. C'est quand même... Donc après, si je m'engage sur des distances et des mois à ne plus en finir, le plus que je suis parti, c'est 5 mois. Mais 5 mois d'affilée, c'est déjà pas mal, hein. Donc, à voir. Mais visiter un maximum de pays, ça c'est certain. Alors. Philippe te me demande si vivre seul, c'est dur ou pas. Choix de vie, budget. Bon, choix de vie et budget, on en a parlé. Vivre seul, dur ou pas. Alors, étonnamment, quand j'ai attaqué cette nouvelle vie, je ne me suis pas posé la question. J'étais seul, ni en relation éphémère, ni quoi que ce soit. Ça ne me traversait pas l'esprit. J'étais omnubilé par le camping-car, rouler, où est-ce que je vais, comment je vais procéder. Donc j'avais l'habitude des randonnées moto, des balades moto que j'organisais. Donc pour moi, faire un plan de route, tous ces trucs-là, c'était pas un problème. Je me suis dit, moto, camping-car, c'est juste une question de gabarit et tout. Mais c'est vite fait de me faire une route, les endroits où j'aimerais passer, voir, enfin. Donc j'avais pas la tête à autre chose, si tu veux. J'étais tellement bien les premiers tours de roue, je me suis dit, tiens là c'est joli, je me pose là, tu te lèves le matin, tu te dis, waouh, j'aurais jamais imaginé un jour me lever en face de cet étang, de cette montagne, à tel endroit et tout. Et puis le lendemain c'est la même chose, sur le lendemain tu te dis, putain, mais au début j'étais vraiment surpris, tu vois. Donc j'avais vraiment pas la tête à ça. Et puis il y a toujours des jours où bah, tu as 2-3 jours de mauvais temps, tu es enfermé dans le camping-car. Au début, non, je te dis franchement, tu découvres, tu fais ça, t'as pas la tête à ça. Des fois, ma fille m'appelait, ça va, ouais, t'inquiète, je suis en train de faire un truc, je te rappelle dans 10 minutes. Au bout d'une heure, elle m'appelait, elle me dit, tu devais pas me rappeler. Je dis, oh mince, excuse-moi, j'ai oublié. Tu vois, j'étais tellement pris dans le truc que, franchement, là, j'ai pas vu les jours et les semaines passer, hein. Mais seul, il m'est arrivé des fois, oui, ben, on reste humain, on est où tu te dis, ben, ce soir, tu vois, je partagerai bien un repas, ci et là, et puis ça passe en fait. Ça, donc des fois, ben, ça démange un peu, comme on dit, hein. Je te dis, j'ai réessayé avec cet ami il y a 2 ans, je ne me rappelle plus quand. Ça n'a pas marché et ça ne m'a pas perturbé, quoi. Je veux dire, je savais déjà, tu vois, à la fin de la saison, on devait partir Portugal, Espagne, ce qu'on a fait, mais c'était déjà plus dans ma tête, quoi. C'était pas ça. J'avais mis le camion en gardiennage et tout, et je me suis dit, je préfère ma vie nomade à une vie de couple, en fait, parce que j'en tire beaucoup plus de satisfaction. Déjà, il n'y a plus d'engueulade. Ça, c'est un truc nickel. Tu manges, tu dors, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Quand tu commences à partager un petit espace comme ça, il faut super bien s'entendre et avoir un peu le même mode de vie, tu vois. Voilà, il faut gérer l'eau, il faut faire ci, tu veux aller aux toilettes, tu as ci, tu as ça, il pleut, tu restes confiné dans 5 mètres carrés. Donc il y a des fois où tu te dis, ben, je suis content d'être seul, quoi. Parce qu'en fait, voilà, ceux qui vivent à deux dans un camping-car le savent. Il y a des moments où c'est peut-être un peu tendu, où tu n'as pas forcément envie de faire ce que l'autre personne fait, et tu n'as pas le choix. Tu peux pas te dire, allez hop, je vais faire un tour, hein. Tu ne descends pas en marche du camping-car, ou on ne te dit pas, allez, on s'arrête là, tu vas te prendre 2 heures. Voilà, tu as un programme, tu as une route à faire, une route à faire. Voilà, il faut vraiment être bien. Je pense qu'il faut, avant de se lancer dans ce mode de vie, c'est soit des couples déjà qui ont
une bonne connaissance de leur vie commune, qui ont envie de la même chose. Parce que si tu te dis, tiens, on se tape, je sais pas, moi, pour te dire, tiens, on part en Grèce maintenant, une fois que tu es en Grèce, tu dis, oh, j'en ai marre, je veux rentrer, là, il y a un petit problème, quoi. C'est tout ça, ça se calcule avant, quoi. Donc, moi, j'ai pas ce problème. Voilà. Et je peux pas te dire, des fois, je me dis, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Je pense que l'idéal pour moi serait une personne qui a son véhicule. Voilà, déjà d'entrée. Ensuite, tu vois venir. Mais c'est un ensemble. C'est des fois tu te dis ouais ça serait cool. C'est vrai que tu vas balader, tu fais des activités. Je l'ai fait avec des abonnés sans rechercher autre chose. J'ai trouvé ça génial. On s'est régalé pendant une semaine ou voire même plus, je me rappelle pas. Hein. Donc tu vois, on baladait, on mangeait ensemble. Le soir chacun dans son camping-car. Il n'y a jamais eu autre chose dans la tête. Peut-être un jour, tu tombes sur quelqu'un, tu as envie d'un peu plus. Je calcule pas ça, j'y pense pas. Si ça m'arrive, je verrai bien comment le gérer. Mais il est certain que d'entrée, si la personne n'est pas autonome, si elle a des... Moi j'ai 60 balais, hein, donc s'il y a des enfants encore, non, ça je veux pas. Dire attends, il faut que je rentre tel jour parce qu'il y a ça, ou... Attends, non, c'est bon quoi, je veux pas de ça. Donc regrette, est-ce que c'est dur de vivre seul ou pas? Je vais te dire non, voilà. C'est comme tout, tu as des moments où ben, tu aimerais, des fois je passe des semaines sans parler à qui que ce soit. Bon, pas là en Corse, hein, mais ça dépend où je balade ou quand j'ai fait mes périples parapente, Portugal, Espagne et tout. J'allais d'un point tu sais, de mes sites de parapente à l'autre. Des fois, j'attendais un jour, voire 2 jours que la météo soit favorable. J'étais tout seul, en plein milieu d'une montagne, avec un atterro à 1 heure de marche. Donc, je savais que si je volais, ben, j'avais 1 heure pour monter au camping-car. Je restais 1 jour, 2 jours. Le 3e jour, on pouvait voler. Je volais, je me disais qu'est-ce que je fais, je reste ou je vais là-bas. Ah, la météo est mauvaise, donc je me redéplaçais sur un autre site. La semaine s'était écoulée, je n'avais vu absolument personne. Et donc moi le seul truc qu'il y a, c'est que c'est un tort, je remplis pas le réfrigérateur, parce que ça me donne l'occasion de voir du monde, d'être en mouvement. Donc je faisais mes courses 1 fois par semaine, tu vois. Donc je me prenais mon petit bain de foule, et puis voilà, je repartais... Donc seul non, pour moi c'est pas un problème. Voilà. Phil, alors tu me dis trouver des aires de vidange, les spots, applications pour l'eau. Est-ce que j'ai des applications? Alors ça c'est par rapport à la Corse. Tu me demandais ça par rapport à la Corse. Attends, je vais me prendre un verre d'eau et je te reprends tout de suite. Voilà, bon petit verre d'eau, ça fait du bien parce que je pense que là ça doit faire au moins 45 minutes que je papote. Mais vous voyez jusqu'à présent que bon, ça tourne un peu sur les mêmes types de questionnements. Hein. Alors Phil, tu me demandes pour trouver des aires de vidange, les spots, les applications. Alors pour l'eau, j'ai FreeTaps. En Corse, tu n'as pas de problème puisqu'il dès que tu rentres dans les villages, tu as des fontaines, des sources. Donc l'arrosoir, parce qu'il n'y a pas forcément de quoi raccorder, j'ai jamais eu de problème. Bon, moi j'ai certains avantages. Je peux aller au restaurant prendre de l'eau, je peux aller chez ma fille, la mairie chez qui je suis domicilié, parce que tu sais que quand tu es nomade, il te faut une adresse fiscale. Donc je voulais pas embêter la famille, c'est la mairie où je me suis inscrit qui reçoit mon courrier. Donc je verrai par la suite si je ne me mets pas au courrier du voyageur, parce que j'ai cru comprendre qu'ils faisaient les adresses fiscales également. Donc c'est un peu moins de galère, puisque dès qu'ils reçoivent quelque chose, ils te préviennent. Donc ensuite, c'est certain, il faut que tu paies pour qu'ils t'envoient ou quoi. Tandis que moi, dans une mairie, ils reçoivent, avant c'était les CCAS, donc il n'y a pas forcément des CCAS partout ici. Donc ils reçoivent le courrier, mais ni ils t'appellent ni rien. C'est à toi de passer de temps en temps pour voir si tu as du courrier. Donc c'est un peu embêtant, tu vois, si je me déplace, et ben s'ils n'acceptent pas que ma fille... Et puis il faut que je dérange ma fille, qu'elle s'arrête, c'est sur sa route, mais bon... voilà, donc c'est des petits points, tu vois, qui sont à prendre en compte, ça. Donc les applis, j'ai l'appli FreeTaps pour l'eau.
Comme beaucoup de monde, j'utilise aussi Parfortnite, mais de moins en moins, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de renseignements erronés. Donc tant que c'est sur les campings, les fermes, tu sais, quand tu vas chez l'habitant, style France Passion, tout ça, c'est un peu le même principe, hein. Ça va, mais moi je vois qu'en spot, il y a plein de... Ah, en spot en Corse, il y a plein de spots qui sont référencés, et c'est totalement faux, quoi. Donc c'est mettre les utilisateurs presque en danger, parce qu'on t'envoie dans des trucs, tu dis ouais, il y a un coin super là-bas et tout, tranquille, pour 1 ou 2 véhicules, et puis en fait c'est privé, c'est privé. Donc là tu as le mec, s'il est chaud, tu dégages à vitesse grand V, quoi. Donc moi ce que je fais, même en Corse, quand je suis pas sûr, je passe, et je dis tiens, je suis là pour faire ça et tout, vous savez où je pourrais me poser, un petit coin sympa où je dérange pas ce soir. Les 3/4 du temps on me dit mais tu es d'où? Ben, j'ai dit, je suis d'ici, je suis d'Antizante. Il me dit, ah, mais mets-toi là, c'est chez mon frère et tout, il n'y a pas de souci. Je dis, oui, vous êtes sûr? Je viens de te le dire. Donc, le mec, ben, je passe les soirées, les machins. Par contre, il faut pas déballer, il faut pas de chaise, pas de haut-vent, il faut y penser à ça. C'est pas du camping. Normalement, quand tu fais des stationnements comme ça, c'est considéré comme du bivouac, c'est au coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, et tu dois dégager. Tu as des endroits où ne serait-ce qu'ouvrir tu vois, tes ouvrants là sur la cuisine ou quoi, c'est considéré comme du camping. Donc tu imagines que quand on met les tables, tous ces bazars-là, ça passe pas, quoi. Tu vois, moi le spot à l'air, je l'ai encore redit sur l'autre vidéo, ça m'embête. Donc des fois, moi je fais un barbecue ou chez la famille, et je sors une petite table, je me mets dans un sens où c'est impossible de voir ma table derrière le camping-car. Voilà, au moins faire ça. Bon, et ça m'est arrivé depuis que je suis revenu en Corse 2 fois, quoi. Tu vois, j'ai mangé avec Henri, un pote, et avec ma famille, hein. Ils sont venus, on a fait des grillades. Et quand je fais des grillades tout seul, je fais griller à l'extérieur et je mange à l'intérieur. Voilà, donc il faut faire un peu attention. Les aires de vidange. Alors les aires de vidange, je vais te dire, en saison, donc de mi-avril à septembre, tu as les campings, tout ce truc-là qui ouvrent. Et ils offrent la possibilité, pas tous, certains, donc ça il te suffit de regarder le coin où tu vas, tu tapes, tu vois camping, est-ce que vous avez une aire de vidange? Souvent c'est indiqué. Et tu peux juste passer pour vidanger et faire ton complément d'eau, tes trucs là, tes trucs comme ça, tu vois, l'eau grise, eau noire et tout. Sur la Corse, l'infrastructure, bon, n'est pas encore en adéquation avec ce type de véhicule, hein, donc les routes s'améliorent, mais après les espaces dédiés au tourisme, c'est compliqué. Il commence à y avoir des aires, il y a des spots France Passion à présent, il y en a, je veux pas dire de bêtises, j'en avais parlé avec quelqu'un, je crois qu'il y en a 6 ou 7 en Corse. Tu as les fermes qui t'accueillent également, donc il te suffit d'acheter le matin les tomates ou de bricoles, et le mec, en plus de ça, il te met souvent la douche ou les toilettes sèches, donc tu n'utilises même pas ton véhicule, voire l'électricité. Donc c'est pas mal. Et tu as les spots, bien entendu, pleine nature. Mais voilà, c'est avec des pincettes. Donc les aires, souvent, en fin de saison, ils relèvent les barrières, ils laissent l'accès libre. Tu peux aller vidanger tes eaux grises et noires, mais tu n'as pas de complément d'eau. Ils coupent l'eau, des trucs comme ça. Ou l'électricité aussi, si tu as besoin de l'électricité. Moi, depuis que j'ai ce camping-car, je me suis branché une fois au 230. Donc en plus d'1 an. Donc pour te dire, hein, je n'ai pas eu besoin. Il faut être un peu autonome. Idéalement, toilette sèche. Tu as beaucoup moins de problèmes. Moi, j'ai juste à vidanger mes eaux grises. Mes eaux grises, c'est la douche, la vaisselle. Ça dépend ce que je fais. Si je fais du gras ou quoi, c'est assiette en carton ou en plastique que je mets dans la poubelle. Donc j'ai les couverts à nettoyer, c'est tout. Et la gamelle, j'utilise presque pas de produits. Donc très honnêtement, des fois, suivant où je suis, je jette dans la nature. C'est de l'eau, elle est pas pourrie, quoi. Sinon, voilà, tu peux aller au devant des stations essence. Certains ont de quoi vidanger, tu sais, quand tu nettoies et tout, quand tu laves une bagnole au Karcher, l'eau qui sort de là avec la mousse et tout, elle est pas moins toxique que ton eau de vaisselle, hein.
Donc souvent, ils te disent, tu fais le plein, si vous savez pas où je peux, tu dis, oui, vas-y, tu te mets là, tu vides là. Donc voilà, tu as ça. Mais tu as, moi, les gens qui sont venus, au cœur m'a dit, ils ont plus des problèmes avec les cassettes, hein, où là, tu vois, à cette époque de l'année, tu as, hein, à côté d'Aller, tu as Rivabel, hein, c'est un camping qui est ouvert à l'année, il y a l'air exprès pour les camping-cars, donc tu vas là-bas, tu peux aller faire juste tes vidanges, tes compléments, la base de Solenzar, juste en face, ils ont fait une aire immense avec station de lavage et tout. J'ai des abonnés qui sont allés, ils ont payé 2 euros pour remplir et vidanger. Tu as au Cap, tu as Herz, tu arrives à trouver. Il faut gérer. Voilà, il faut pas que tu t'engages. Moi, je sais que pour les compléments d'eau, au clair, j'attends pas d'être vide. Quand je suis à 50%, hop, si je balade, je me mets en quête de recharger. Donc, je me trouve une fontaine, j'ai tout mon temps. Je me gare, s'il y a un parking, il y a toujours des parkings, 5, 10, 15, 20 mètres, je prends mon arrosoir, je fais 2-3 allers-retours et hop, c'est fait, j'ai fait le complément. Quand je roule, je fais le plein, suivant où je suis, si j'ai la cuve, pareil, qui commence à être grise, et puis tu sais quand il fait chaud, quand c'est plein, ça cocotte, donc je la vide assez régulièrement. Je dis, tiens, là, je peux, oui, vas-y, vide, tu te mets là, et je fais comme ça, quoi. J'ai le camping à côté d'Aller, où ils ont l'air à côté, donc tu arrives à trouver, et je pense que sur le continent, enfin je pense pas, c'est encore plus facile puisque tu as plein d'air et en plus gratuite. Là, moi en Bretagne, j'ai payé 4 heures par obligation, Étretat, la baie de Somme, je sais plus que Rocamadour, la quatrième, j'arrive pas à me rappeler, ou Rocamadour, j'avais pas pour vidanger, je sais plus, je crois qu'il n'y avait pas pour vidanger, mais je me suis toujours trouvé sur le chemin des aires pour vidanger, quoi. Donc en Corse, c'est voilà. Mais tu sais que il commence à y avoir de plus en plus sur la Haute-Corse. Tu as de suite, tu as des panneaux au bord de la route pour vidanger, tu vois. Quand tu descends avant Porto Vecchio, pareil, ils ont ouvert, c'est tout nouveau, tout frais, une aire de vidange au gris, au noir. Donc il y a de quoi faire. Et puis tu tapes sur ton téléphone, ou vidanger, camping-car ou quoi, et tu trouves. Et sinon, tu t'arrêtes, tu dis voilà, je suis en camping-car, vous savez où on peut vidanger ça. Je te dis, les stations de carburant, c'est un bon procédé. Il ne faut pas hésiter de leur demander. Voilà, sinon, l'appli de l'eau, le Parformite, qu'est-ce que j'ai comme appli? J'aurais dû réfléchir avant, tu me prends un peu de cours là. Non, j'ai rien en fait, parce que moi, mes itinéraires, je les fais avec Google Maps et ensuite je me mets en Street View. Donc ça me prend du temps et un peu de data, c'est ça qui est embêtant. Mais j'aime bien, tu vois, aller à des endroits qui sont pas référencés, où je vois qu'il n'y a pas de problème, mais je n'hésite pas à demander à la population. Ça, c'est un truc, même si je connais, et puis ça leur fait plaisir. Ils se disent, tiens, le mec, il arrive, il se croit pas chez lui, quoi. Tu vois, il s'installe pas comme ça. Tu fais un call, tu vois, t'as les fermes, t'as les porcheries, les trucs comme ça, les mecs qui sont là, tu t'arrêtes, tu prends une petite tome, un petit saucisson ou quoi, tu dis, tiens, tu discutes, c'est sympa. Les 3/4 du temps, tu repars avec plus que ce qui est prévu. Et en plus de ça, le type, tu dis, tu vas là-bas, tu vidanges là, ou tu fais ci, tu fais ça. Donc, il y a pas de souci, tu sais. C'est assez, je vais dire, assez facile, je pense. Voilà. Les voyageurs. Alors, les voyageurs. Ça, on me l'a posé à plusieurs reprises, cette question. Animal de compagnie et est-ce que l'occupation avec YouTube? Alors, l'animal de compagnie, c'est pas compliqué, c'est non. Voilà, c'est catégorique. Pour la bonne et simple raison, c'est que jusqu'à présent, je bossais. Donc, je vois pas, mettons, un chien, hein, passer toute la journée dans le camping-car alors que moi, je travaille. Le camping-car, je l'ai fait une fois, j'ai laissé les ouvrants sur le parking à l'air, parce qu'il fait chaud l'été et tout. Je suis revenu le soir, j'avais dans l'ensemble du camping-car minimum 1 millimètre de poussière. Il y avait une tempête de sable. Donc pour faire partir ça du camping-car, ça a été la folie, au risque d'arracher un lanterneau ou un truc comme ça. Donc ton animal en plus dedans qui en peut plus, qui a besoin de pisser ou je sais pas quoi, quand tu reviens, il te manque les appuis-têtes, les machins parce qu'il les a bouffés. Non, je veux pas. Il pleut, tu rentres dans le camping-car, voilà, c'est quand tu vis avec, après tu t'habitues, mais moi j'ai pas envie. Les poils par terre, les machins et tout. Et maintenant, en plus à l'époque, je faisais du parapente, tout ça, donc je peux pas amener le chien. Je pars faire une rando, il y a des endroits où de plus en plus sont interdits les animaux. Tu vas sur une plage, tu as un panneau interdit aux chiens.
Donc le chien, en fait, ça devient compliqué, quoi. Et si c'est pour l'enfermer, moi je prends pas un chien pour l'enfermer, quoi. C'est pas la peine. Et également des frais. Ça mange un chien. Donc moi j'ai un budget qui est calculé, qui est réduit. Je vais pas lui faire crever la dalle parce que je veux pas dépasser 1000 balles par mois. Donc je prends pas de chien. Maintenant, c'est différent. Si je ne reprends pas le travail, fait différent dans un sens. J'ai pas le souci de dire tiens le chien reste tout seul. Mais c'est pareil. Je pars faire, tu vois, je suis parti faire du vélo. Bon, je peux m'amener le chien. Il y a la route, il faut que tu le mettes en laisse. Autant il me fait casser la figure. Non, je veux pas. J'ai mal aux pieds. Je me déplace avec la canne. Le chien, il s'embête avec moi, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est pas une solution. Alors c'est vrai que beaucoup, en étant seuls, ont cet animal de compagnie et chacun son choix. Je fais aucune critique, surtout pas. Il y a beaucoup de femmes, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui, pour elles, c'est un gage de sécurité. Pourquoi pas? Je veux bien. Voilà. Moi, je ne veux pas d'un animal de compagnie parce qu'il serait malheureux avec moi, tout simplement. Il n'aurait pas vraiment le terrain de jeu. Il va l'avoir, mais pas quand il veut. J'ai pas envie de me lever le matin exprès pour le faire pisser. Le soir, tu dis je vais me coucher, l'autre il commence à rogner parce qu'il veut pisser, il faut ressortir pisser. Il pleut, il rentre. Ça, non, pour moi, c'est trop de complications. Alors ceux qui en ont me diront sans doute non, non, c'est pas vrai, c'est ci, c'est là. Je veux bien. Toujours est-il que moi, un animal de compagnie, même un poisson rouge, je n'en veux pas. Voilà. Et tu me demandais sur YouTube, est-ce que c'est l'occupation? C'est une énorme occupation. Il faut filmer, tu vois, comme là en ce moment. Donc quand j'ai fini de filmer, il faut joindre tous les rushs, faire des coupures, le monter. Il faut se mettre sur le PC, ça prend un temps fou. Moi j'ai un logiciel OpenShot vidéo qui est un truc gratuit, version genre première génération. Donc c'est lent, c'est pas terrible et tout, mais ça me suffit parce qu'il est assez simple. Oui, ça prend beaucoup de temps. Parfois, trop de temps. Parce qu'une fois que tu as téléchargé, il y en a qui filment direct avec leur téléphone, ils mettent. Bon, j'aimerais faire un truc un peu différent, mais il faut ensuite enregistrer sur YouTube, donc il faut du forfait. Le mois dernier, pour la dernière vidéo, ça a été limite. J'avais plus rien, donc des fois, il m'est arrivé en Espagne d'être obligé de reprendre une carte à 30-35 balles pour télécharger des vidéos. C'est un coût, parce que des fois, ce que tu filmes ne te rapporte pas suffisamment pour rembourser ta carte. Il faut savoir que YouTube commence à te rémunérer quand tu as 1000 abonnés et que tu dépasses par rapport au nombre de vues et les publicités, c'est pour ça que les pubs c'est très important, 70 € par mois. Tant que tu n'as pas 70 €, tu n'es pas rémunéré, c'est cumulé au mois suivant. Donc si ce mois je fais 50 €, j'aurai rien. Ils vont attendre d'avoir les 20 € du mois suivant, plus si j'ai plus, et ils me donneront ensuite voilà, l'équivalent. Donc c'est sûr que c'est pas perdu, mais moi j'ai fait des mois où j'arrive pas à 70 €, quoi. Là où où ça a été le plus intéressant pour moi, c'est la première fois, et parce qu'aussi j'ai un peu plus d'abonnés, ça a été la Bretagne, où j'ai fait une vidéo à 12 ou 14 000 abonnés, vues. Donc là j'étais impressionné, et de suite ben, tu gagnes 20, 30 balles sur la vidéo, ça fait bizarre, quoi, ça m'était jamais arrivé. Donc là c'est vrai que c'est intéressant. Mais sinon, tu as une vidéo que tu regardes entre 30 et 40 minutes. De mon côté, elle me prend au moins 4 heures pour la faire. Voilà. Tu sais, tu as un ratio à peu près. La dernière vidéo, j'ai mis 6 heures pour la télécharger. Ça passait pas, c'était la galère. Tu vois, celle-là, je vous réponds. Je pense qu'elle va avoisiner les 50 voire 1 heure. Ça sera ma plus grande vidéo. C'est normal, en répondant comme ça, on met plus de temps. Je vais mettre je ne sais pas combien de temps pour la mettre en place, ensuite la télécharger sur le logiciel. Donc là, ça va me prendre une vidéo d'1 heure, va me prendre 2 voire 3 heures minimum. Mais là, c'est sans connexion, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, la basculer sur YouTube. Alors, si ça capte bien comme ici, je pense qu'une vidéo d'1 heure, en
En 2 heures, elle devrait être, 1 heure et demie, 2 heures, elle devrait être téléchargée, si tout va bien. Sinon, ça prend un temps fou. Si je vais dans un coin où il y a de la Wi-Fi, j'ai pas de, je sais plus comment ça s'appelle là, pour me protéger. Donc on risque de me prendre mes identifiants. Enfin, je sais plus comment ça marche ça. C'est je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais donc je veux pas encore acheter des trucs et tout. Donc le Wi-Fi ça rame. Il faut vraiment être sûr. Si je vais chez ma fille, oui, ça passe super bien. Mais ça prend du temps. Et pendant que tu télécharges, tu as le PC sur la table, tu pars pas en galère quoi. Moi je pars pas du camping-car avec le convertisseur, tous ces trucs électriques en marche, tu vois. Je veux préserver quand même une grosse marge de sécurité, on ne sait jamais. Donc, animal de compagnie, pas question. Et est-ce que YouTube, ça m'occupe? Ça, tous les jours, ça prend presque la moitié de la journée, quoi. Par séquence, hein, bien sûr. Hein. Tu te lèves, tu regardes, tu réponds aux messages. Là, je pense qu'il n'y a plus trop de problèmes. Personne ne m'a renvoyé un message en me disant tu réponds pas ou quoi. Donc, je pense que YouTube est arrivé à régler le problème. Mais oui, ça prend beaucoup de temps. YouTube prend beaucoup de temps. Mais pareil, ça fait plaisir. Ça comble certains moments de la journée. Voilà. Gilbert, le mode de vie en général. Ben, écoute, Gilbert, je pense que j'ai répondu tout au long des questions. Là, le mode de vie, moi, je l'adapte par rapport à mon handicap en ce moment. Donc, c'est beaucoup de kiné. Et heureusement, la MDPH, tout ça qui me convoque assez tôt. Donc, j'espère perdre un peu moins de temps. C'est mon médecin. Donc, tu vois, c'est rythmé comme ça, quoi. Je me lève le matin. Je sais que j'essaie de faire un programme pour pas trop prendre le camping-car. Parce que là, en ce moment, je fais que des allers-retours. Tu vois, j'ai remis 80 € de carburant, là, juste pour faire les allers-retours chez l'orthopédiste et le kiné, quoi. Parce que ça me fait Ghisonaccia à Bigoulia. Ça me fait une sacrée distance. Hein. Donc là, en plus, maintenant, je monte sur Bastia, tout ça. Donc, ouais, c'est le mode de vie, là. C'est ma santé qui prend le dessus sur ce que j'aimerais faire. Donc, je subis un petit peu par rapport à mes rendez-vous. Mais sinon, voilà, c'est essayer de profiter un maximum et de pouvoir repartir sur la route le plus rapidement possible, si c'est faisable. Lily. L'objet indispensable, les coins de Corse à préconiser, logiciel de montage. Lily, ben, logiciel de montage, fatalité, je viens de le dire, OpenShot vidéo. Les coins de Corse, c'est difficile à dire, tu as plein de jolis coins. Les incontournables, on va dire que tu as bon, les fameuses plages, Rondinara, tous ces coins-là, Pinarel ou... voilà, très touristique, les Calanques de Piana, Bonifacio, la vieille ville de Bastia, le Cap Corse, Centuri, c'est le village de la langouste, des pêcheurs. C'est en fonction de ce que tu aimes, quoi. T'as la montagne aussi, les randonnées, les villes comme Corté, bon, c'est une ville universitaire. Je préfère la Haute-Corse que la Corse du Sud. Je trouve que c'est plus authentique. La Corse du Sud, il y a des endroits comme Ajaccio, tout ça, ça ressemble au littoral. Mais par contre, tu as des belles criques, c'est les rochers ronds, un peu comme aux Seychelles par endroits, sur Porto Vecchio, tout ça, tu as des beaux coins, Balistra, Calarossa, tout me plaît ici. Donc c'est difficile de te dire vraiment quels sont les coins, c'est en fonction de ce que tu recherches, surtout. L'objet indispensable, c'est très compliqué, mais je pourrais dire c'est presque une déformation professionnelle. Pour moi, c'est un kit de secours et une pharmacie. Parce que si tu n'as pas ça, tu fais rien. Tu es tout seul, tu fais à manger, tu te coupes, tu marches, pareil, tu te coupes, tu te blesses ou quoi. Si tu es seul, si tu pars vraiment comme je fais en mode nomade, il n'y a personne pour t'aider dans les médias. Donc c'est à toi de prendre les devants. Et ça, pareil, un minimum de connaissances. Savoir faire un pansement, savoir comment réagir. Et ça, si tu n'as pas du tout de connaissances, n'hésite pas à demander, voire même faire une formation. C'est les premiers secours, c'est important. Ne serait-ce que pour toi, pour les gens que tu pourrais rencontrer qui auraient besoin d'aide. Donc on n'y pense pas souvent, on pense souvent à nos besoins, le téléphone, le machin, le ci, le là. Mais si tu es en train de te vider de ton sang ou tu te casses quelque chose, que tu sais pas comment réagir, ou
voilà, avoir l'automatisme d'un soin, d'un appel, de trucs comme ça. Donc pour moi, c'est la trousse. Moi, je l'ai là en dessus, toute petite, plus une pharmacie dans la salle de bain et bien sûr une valise avec des médocs. De quoi subvenir aux premiers besoins en cas de. Et malgré tout, parfois, comme quand j'ai eu mon problème d'oreille interne, eh ben, tu es obligé d'appeler les secours et en avant, quoi, parce que tu peux pas, là, tu peux rien faire pour toi tout seul. Donc ça, ce serait vraiment l'objet indispensable. Après, l'indispensable, eh ben, dans un camping-car, ce qui manque en priorité, c'est l'eau. Hein. Donc on s'en rend pas compte, mais c'est presque plus important que le gaz, parce que tu peux manger froid. Par contre, l'eau, tu peux pas te laver, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Donc c'est toujours, tu vois, ne pas attendre le dernier moment pour avoir de l'eau, ne serait-ce que pour la consommer. Sinon, moi j'ai une toute petite caisse à outils que j'ai jamais ouverte. J'ai sorti un tournevis de bricole. J'ai, par rapport à ce que j'utilise, ben, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat et une batterie nomade. Donc quand je veux recharger des choses un peu puissantes, tu vois, ou utiliser l'aspirateur, ben, je suis bien content. Mais c'est pas un indispensable. Hein. Tu peux utiliser une balayette, une serpillière pour faire ton camion. Hein. Tu as, voilà. Non, l'indispensable, c'est difficile à dire. Pour moi, c'est l'aspect sécurité, l'indispensable. De sa propre personne, déjà, pour commencer. Parce que si t'es pas bien, tu fais rien d'autre. Donc, trousse de secours et pharmacie. Voilà, j'espère que je te réponds à peu près comme tu l'aurais aimé. Et je crois qu'on arrive à la fin. Gérald qui me demande la retraite. Ben, la retraite, je ne suis pas à la retraite. Je viens juste d'avoir, début septembre, le 8 septembre exactement, j'ai eu 60 ans. Donc je suis loin de la retraite encore. Moi, il était prévu que je parte à 60 avec tout ce qui se passe. Ben, ça a été décalé. Donc on m'a dit, ben, vous pouvez partir à 63 ans et 3 mois, mais pas à taux plein. Alors que j'ai commencé à bosser, ça fait 40 ans que je bosse, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est encore une autre histoire. Et là, avec ce qui m'arrive, eh ben, le chirurgien m'en a parlé, l'MDPH aussi. Ils vont voir si je peux basculer en pré-retraite, gagner au moins 2 ans, quoi, parce que ils savent pas trop comment me reclasser par rapport à mon âge et dans quel secteur, quoi, parce qu'il est hors de question. Enfin, il est hors de question. Je me vois pas travailler derrière un bureau toute la journée. Il va falloir que je me lève un peu. Tu vois là, tout à l'heure, je t'ai dit, je me suis levé prendre un verre d'eau, mais je suis sorti du camping-car. Faire quelques pas parce que j'ai fourmillement dans la jambe et tout. Donc je peux pas rester longtemps assis, je peux pas rester longtemps debout. Quand je conduis, c'est pareil, je m'arrête toutes les demi-heures. Donc faire quel boulot, combien de temps, à quel endroit. Je vis en camping-car. Si on me dit on vous embauche à tel endroit, j'ai 50 km de route, je vais pas le faire. Quand je vais arriver, je vais leur dire pendant une demi-heure, je reste la jambe en l'air. Donc tout ça, on va le déterminer avec la AH et la CPM que je vois lundi aussi. Et on verra bien à quelle sauce je vais être mangé ou aidé. Donc c'est la retraite, c'est malheureusement pour l'instant, je suis pas encore à la retraite. Et si je devais partir à la retraite, j'avais fait comment on appelle ça déjà, une estimation là, sur le site. Pour partir à trop plein, il faudrait que je parte à 67 ans. C'est un truc de dingue, quoi. Je me vois pas, il est hors de question. Donc je suis arrivé quand même à épargner. Suivant comment ça se passe, ben, je ferai avec mon épargne jusqu'à la retraite. Si la chaîne, c'est pour ça qu'il ne faut pas cracher dessus, la chaîne YouTube fonctionne bien, ben, ça m'apporte une petite aide. C'est pas énorme, hein. Bon, si ça grimpe, je pourrais espérer peut-être gagner un peu plus. Et à ce moment-là, ben, on verra bien. Les partenariats, je sais que ça déplaît à beaucoup de personnes. Mais moi, tu vois, une batterie à 1000 euros, ben, je peux pas me permettre. On m'a demandé de la présenter, je la garde, ben c'est un beau cadeau. Hein. Le vélo, 1400, même s'il est tombé en promotion à 1000 euros, je peux pas. On m'offre un vélo. Et tout ça, c'est du bénéfice pour moi, tu vois. Donc je peux pas cracher dessus. C'est de l'argent que je n'ai pas à sortir. Et je peux profiter de ces produits qui me rendent énormément service. Voilà. Bon, il y aurait peut-être des trucs à dire, mais c'est comme ça. Écoute, à 60 ans, je pense que je m'en sors pas trop mal, malgré la cheville. J'espère que ça va continuer comme ça, surtout pas aller dans l'autre sens. Si ça s'améliore, c'est le top. Et puis, je pense que premier trimestre 2026, ça devrait être bien clarifié.
Là, on va arriver sur le mois de novembre bientôt, donc décembre, ça m'étonnerait que ça folle, il y a les fêtes et tout. Donc après, on bascule en 2026, et là, j'aimerais être définitivement classé, avoir mon taux d'invalidité, savoir s'ils me mettent en pré-retraite, s'ils continuent à me mettre, je suis en longue maladie actuellement, je parle dans le vide, là, je sais pas du tout comment ça se passe, ça m'est jamais arrivé, donc on va bien voir comment ça va fonctionner. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est du blabla, hein. Ça fait un bon petit moment que j'ai répondu à... Il y a eu 14 demandes, voilà. Donc ça fait, je pense qu'on n'est pas loin de l'heure. Ça englobe l'ensemble de ma vie, de la vie nomade. Les frais, la manière de vivre, tous ces trucs-là. Mon véhicule, c'est le deuxième. Premier neuf, le deuxième d'occasion. J'espère qu'il y en aura un autre qui sera sûrement différent. Ça sera peut-être fourgon ou un camping-car plus fonctionnel. Parce qu'en fait, là, tu vois, je suis toujours assis sur le fauteuil passager. J'adorais le premier parce que c'était un salon face-face. J'aime pas trop en L, je me mets jamais ici. Le lit à l'arrière, comme il est court, c'est un 7 mètres. J'ai la tête du lit qui se replie. Donc le matin, il faut que le soir, il faut que je le déplie pour m'allonger. Donc ça me rétrécit le passage de chaque côté avec ma jambe. C'est pas évident. La douche, si j'avais une douche bien plate, un peu plus grande, rectangulaire, et non pas avec le passage de roue, ça serait beaucoup plus pratique pour moi. Voilà, et après il y a ça, en fonction de ce que je peux vendre mon camping-car. Là, tu vois, je suis arrivé à 62 000 km. Je change la courroie de radiateur. J'ai le bouchon de purge dessus qui suinte. Pour un petit bouchon qui suinte, ben, j'ai une durite entière à changer. En 2026, j'ai la distribution à faire. Donc, il faut que je regarde un peu où je le fais faire et combien ça va me coûter. Donc, pour l'instant, le camion, je vais garder mes économies. Si des fois, ça se passe pas super bien, je puisse avancer tout au long de l'année et petit à petit sur la retraite comme ça, plutôt que de changer le camion, donc de réinjecter une somme assez importante, au risque de me retrouver ric-rac après, quoi. Donc, si j'ai un beau camion, mais que j'ai pas de quoi mettre le gasoil dans le réservoir, ça sert à rien. Avec celui-là, il est payé, il me coûte rien. J'ai pas de crédit dessus ni rien. Voilà, mes économies restent pour les besoins. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas mal. On verra par rapport à vos réponses. Peut-être qu'il y aura encore 2-3 points. Ben, je répondrai à ce moment-là. Bon. Pas s'il y en a une tartine comme ça. Hein. J'espère que ça vous a plu, convenu, que j'ai répondu assez précisément à vos interrogations. Comme je disais dès le début, je ne veux pas rentrer trop en avant sur ma vie privée. Hein. Je veux quand même garder des petits trucs pour moi. Je trouve que j'en ai quand même pas mal dit. Et puis voilà quoi. À part vous remercier de m'avoir écouté, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Une bonne semaine, cette vidéo, donc là nous sommes le 14 ou le 15, j'ai rien là, elle sortira dans 4-5 jours, peut-être samedi prochain, je vais voir, parce que ensuite je vais préparer un peu le départ pour le continent, pour le mois de décembre. Écoute, j'espère que tu as apprécié, n'hésite pas à mettre un commentaire, le petit pouce qui va bien, si tu peux tu boostes, c'est très très bien, tu verras là où tu mets le commentaire, où il y a le pouce, il y a 2 petits points, tu décales l'image et à côté il y a marqué boost. Si tu peux pas, c'est pas grave. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.